Bonjour, bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On est aujourd'hui en compagnie de Nathan Dever, philosophe, auteur d'un récent Pensée contre soi-même aux éditions Albin Michel. Bonjour Nathan Dever. Bonjour Antoine Mercier, merci de me recevoir. Le 7 octobre dernier, vous étiez à Beyrouth. C'est donc dans la capitale libanaise que vous avez été informé des massacres qui se produisaient en Israël. Et comme de nombreuses villes arabes, eh bien, la nouvelle a été accueillie avec une forme de liesse. Et ça a bien sûr redoublé, j'imagine, le choc que vous avez vécu. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment, 7 octobre Oui, matin? bien sûr, je pense que le 7 octobre, sans doute comme le 11 septembre, est une date qui est tellement, non seulement tellement noire, mais tellement qui en excès de tout concept qu'on peut lui donner, que chacun gardera, à mon avis, le souvenir intact et traumatique de ce qui s'est passé, de la manière dont chacun a pu apprendre les événements. Et en effet, pour ma part, j'étais au Liban, le hasard le voulait, une parution de mon livre qui sortait là-bas, une traduction, et je me réveille le matin. Et puis, enfin, même dans les jours qui précédaient, je m'étonnais avec beaucoup d'admiration de la ressemblance incroyable entre Beyrouth et Tel Aviv. Ces deux villes qui présentent beaucoup de caractéristiques communes, ce mélange d'Orient et d'Occident, ce mélange d'architecture très ancienne et d'ultra-modernité, ce même rapport à la mer avec cette corniche qui crée une forme d'atmosphère de langueur dans la ville. Et puis aussi, ce qui est commun à beaucoup de villes au Moyen-Orient, cette même atmosphère de cité-jardin, puisque ce sont deux villes, Tel Aviv, Beyrouth, une partie du Caire, qui ont été construites aussi, enfin en partie construites sur ce rêve d'être des villes-jardins. Et donc la veille encore, je me marchais dans les rues et je me disais c'est quand même dingue si les gens savaient qu'ils sont dans une ville qui est le sosie de Tel Aviv, et à Tel Aviv s'ils savaient qu'ils étaient dans le sosie de Beyrouth, comment peut-il y avoir des guerres, des oppositions politiques de cette nature? Est-ce que c'est pas une sorte de grande illusion, de grande diversion? J'avais ces réflexions naïves en me couchant. Et donc le matin, je me réveille, je découvre sur place, sur mon téléphone, en prenant mon café le matin, les horreurs de ce qui se passe. Je me souviens très bien, je pense que une des premières vidéos que j'ai vues, c'était la vidéo de l'otage qui a été libéré il y a quelques jours, Noah Argamani, sur cette moto, et je comprends tout de suite, même sans avoir les informations précises, mais je comprends que ce qui se passe est gravissime et que c'est incomparable avec les attentats ou les catastrophes qui ont pu survenir par le passé en Israël. Et à ce moment-là, j'ai à peine le temps d'être traumatisé, d'être choqué, que j'entends vraiment, enfin, je sors et j'entends du bruit dans une partie de la ville, dans le centre-ville, quoi, dans la rue Hamra, la Corniche, enfin, c'est des coins très, très chics de Beyrouth. Et je vois des gens, alors je ne saurais pas dire si c'était des centaines, des milliers, mais qui faisaient la fête. Et de la même manière, quelle heure était-il? Peut-être, je ne sais pas, midi, 13 heures, quelque chose comme ça. Donc c'était, si vous voulez, le moment où Israël n'avait pas tiré une balle, n'avait pas répliqué, et où tout le monde, la seule information qu'on avait, c'était que des civils se faisaient massacrer en Israël. Et ça euh, m'a particulièrement choqué parce que je me suis tout, enfin, voir le 7 octobre depuis cette perspective-là, cette perspective autre, différente, décalée, c'était voir que le 7 octobre était une journée de joie pour un certain nombre de gens, et pour beaucoup de gens en l'occurrence. Et donc ça m'a fait un profond choc, je pense, de l'impression de ne pas avoir vécu le 7 octobre de la manière dont la plupart des Juifs et des Israéliens l'ont vécu. Je précise quand même, entre parenthèses, que, évidemment, la population libanaise ne se réduit pas à ces gens-là qui festoyaient le 7 octobre, et qu'il y avait énormément de gens avec qui j'ai discuté qui disaient d'eux-mêmes que ce qui s'était passé était des horreurs, qu'ils avaient en plus eux-mêmes peur d'être précipités dans la guerre parce que le Liban est un pays qui a été multi-traumatisé par un certain nombre de guerres. Donc je veux dire, il ne faut pas faire d'amalgame sur la population libanaise dans son intégralité, mais cette image-là du 7 octobre m'a vraiment plus que traumatisé, et j'en suis pas sorti, je pense. Hum. Alors, vous êtes retourné plusieurs fois en Israël depuis le 7 octobre. Comment est-ce que votre réflexion a évolué au fur et à mesure de ces voyages, la perception d'événements, du traumatisme? Alors, la première chose, je pense, c'est que le 7 octobre n'est pas seulement un événement traumatisant. Traumatisant, c'est-à-dire un événement qui crée un traumatisme. Je dirais que c'est un événement qui est d'emblée traumatique.
dans la mesure où il appartient pas seulement au présent, mais où ce qu'il a réactivé, pour quiconque est habité par l'histoire juive et par l'histoire israélienne, c'est une superposition extrêmement pensée d'ailleurs à mon avis, de tous les grands drames qui constituent l'histoire juive, depuis les drames bibliques, depuis les destructions du temple, il se jouait quelque chose là-dedans dans une sorte de viol de territoire, jusqu'au pogrom des 2000 ans d'exil, à la Shoah par balle, etc. Et puis les otages de ce Munich 72. Donc j'avais vraiment, quand je suis rentré à Paris les jours qui ont suivi le 7 octobre, j'avais envie, plus que envie, j'avais besoin d'aller en Israël, parce que j'avais l'impression que tant que je n'y étais pas, j'étais en quelque sorte dans une sorte de parenthèse ou de tunnel ou d'à côté. Et ce qui m'a profondément marqué, je dirais, c'est trois choses. La première chose, même avant d'aller en Israël, c'est que tous mes amis, tous mes interlocuteurs israéliens, toutes mes connaissances israéliennes, dans les 2 ans enfin l'année qui a précédé le 7 octobre surtout, j'ai l'impression, je le dis avec beaucoup d'humilité, ça veut dire un observateur extérieur de la vie sociale israélienne, mais qu'il y avait une forme de crispation civique, politique, de division extrêmement ferme, de polarisation du débat, et que dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, en tout cas tous les gens à qui je parlais, et israéliens, étaient des gens qui étaient fragilisés dans leur certitude. En gros, je caricature un peu, mais quand je rencontrais des individus de gauche qui, avant le 7 octobre, parlaient de paix de manière extrêmement dogmatique, disaient qu'il fallait une solution à 2 États, comme ça, tout de suite, maintenant, détestaient leur gouvernement. Bon, le 8 octobre et les jours qui ont suivi, ils étaient profondément ébranlés, et le mot de paix, ils se demandaient, voilà, la paix avec qui, comment faire la paix avec des gens qui nous ont massacrés, et inversement, les gens qui étaient des partisans du gouvernement, de la réforme de la justice, de Netanyahou, etc., j'ai eu l'impression quand même que dans les jours qui ont suivi, la première visite que j'ai faite 3 semaines après le 7 octobre, ou 2 semaines et demie après, était profondément également ébranlée. Donc ça, c'est la première chose qui m'a marqué, c'était ça. L'idée d'une société qui a perdu, enfin le spectacle d'une société qui a perdu ses repères, qui a perdu ses certitudes, qui a perdu ses socles. La deuxième chose qui m'a marqué, je ne l'ai dit pas forcément dans l'ordre d'importance. Mais la deuxième chose, mais qui est sans doute la plus forte, c'était évidemment quand je suis allé sur les lieux 2 fois des massacres. Je suis allé au Fakim, je suis allé à Reim, je suis allé à Kfar Aza. C'est un sentiment vraiment indescriptible. Je crois que la comparaison que je me suis faite, c'était de me dire peut-être que c'était analogue à visiter Auschwitz ou Buchenwald en 1945, quoi. Ça veut dire que quand vous rentrez dans des lieux, Kfar Aza, c'était tellement terrible. Ce kibbutz, qui est un kibbutz magnifique, quand on rentre par l'entrée, pendant 10 minutes de marche, le kibbutz, on a l'impression que c'est à peu près intact, qu'il y a ici ou là un petit truc qui est un peu brûlé, et on se dit, bon, bah finalement, et puis d'une seconde à l'autre, on rentre dans un paysage absolument apocalyptique, où planait encore une odeur funeste, où rien n'avait bougé, où c'était même pas qu'on pouvait reconstituer mentalement ce qui s'était passé, c'était que c'était écrit, on voyait la scène, des choses vraiment indescriptibles que je décrirai pas parce que c'était terrible. Et ça constitue, là encore une fois, je pense qu'il n'y a pas d'analyse à donner, ça constitue un choc terrible. Et la troisième chose que je dirais, j'espère me tromper en disant cela, enfin, mais j'ai l'impression qu'il s'est joué aussi dans le 7 octobre, et en discutant avec beaucoup de témoins, avec beaucoup de gens qui étaient sur place, ou pas forcément sur place, mais en Israël, qui m'ont raconté comment s'est déroulée la journée très précisément, j'ai l'impression que l'agression fondamentale qui a été le 7 octobre, c'était pas seulement une tentative de massacrer, enfin, pas seulement une tentative, mais un massacre de civils, des viols en série, des enlèvements, des destructions. C'était aussi une volonté d'assassiner la définition d'Israël, d'assassiner la définition d'un pays qui a été conçu, notamment, c'est pas la seule raison, mais pour être un pays refuge, pour être un pays qui se construit comme une altérité par rapport à la diaspora, pour être un pays qui garde dans sa mémoire non seulement le livre fondateur de Herzl, mais le poème de Bialik, dans la ville du massacre, où Bialik finit son poème en disant qu'il faudra sortir de cette logique-là des pogroms. J'ai l'impression qu'il se joue quelque chose de terrible. Autrement dit, c'est que depuis le 7 octobre, Israël continue d'exister. Le pays fonctionne, le pays marche, il y a des Israéliens, il y a des drapeaux israéliens, etc. Mais qu'une partie de sa définition s'est un peu envolée. Et je sais que c'est tragique et très pessimiste de dire cela,
mais c'est le sentiment que mes 4 déplacements en Israël m'ont donné. Alors ensuite, peut-être que là-dedans se joue aussi la possibilité de repenser une définition d'Israël. Quand les Israéliens, beaucoup comparent ce qui se passe aujourd'hui à la guerre d'indépendance, c'est peut-être pas seulement au sens où c'est une guerre existentielle pour Israël, c'est peut-être aussi que c'est en revenir en quelque sorte à une forme d'année zéro. Repenser fondamentalement non seulement un contrat social, non seulement des questions stratégiques ou géopolitiques, mais repenser la raison d'être de cet État. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette manière de repenser? Alors, vous étiez parti de l'État refuge. Si on Mhm. repense la situation avec la fragilité nouvelle, ça n'enlève rien peut-être à la force de la signification de cet État. Comment faudrait-il le repenser? Enfin, les prémices peut-être d'une manière de repenser la situation, l'identité d'Israël. Oui. Vous avez l'idée? Je dirais les choses avec énormément d'humilité, hein. J'insiste sur le fait que c'est en tant que Français que je parle. S'il y a des Israéliens qui nous écoutent, qui ne pensent surtout pas que je viens imposer comme ça, mais donner des leçons, c'est absolument insupportable ce genre de posture. Mais je dirais peut-être 3 points qui me semblent fondamentaux. La première, le premier point, c'est la question que vous avez évoquée de la force et de la fragilité. Il s'est évidemment joué dans l'épopée sioniste un désir de tourner la page, non pas tellement avec la noirceur ou le rouge du sang qui coule dans l'histoire, ça évidemment, mais en revanche avec l'attitude de la passivité, qui était associée, à tort ou à raison, à l'exil. D'ailleurs, l'exil ne se résume pas du tout à la passivité, et dans le fameux poème que je citais de Bialik, sur les pogroms de Kishinev, Bialik tord un peu le coup à la vérité factuelle, à savoir que les Juifs de Kishinev avaient résisté, et certains de manière vraiment héroïque, pendant ce pogrom. Mais en tout cas, c'était construite cette idée que la diaspora, fondamentalement, c'est le Juif qui subit l'histoire, qui refuse d'être acteur de son propre destin, et qui est vraiment en marge de l'histoire. Ça, c'est vraiment dans la pure tradition hegelienne. Le devenir historique passe par l'État-nation, passe par la volonté de donner une forme effective à une communauté, et que donc, tant que le peuple juif était dépourvu de cela, il n'avait pas d'histoire. Grande phrase de Hegel dans l'esprit du judaïsme et son destin, où il dit, on peut même pas comparer, qui est un texte très antisémite, mais où il dit, on peut même pas comparer le peuple juif à une tragédie de Macbeth, à une tragédie comme Macbeth de Shakespeare, parce que on peut même pas dire que ce soit tragique, parce que fondamentalement, les juifs sont dépourvus d'histoire. Peut-être qu'il y avait aussi de cela dans une forme de perception de l'exil. L'impression que j'ai aussi, c'est que peut-être dans les dernières années qui se sont écoulées en Israël, on a entendu énormément de voix israéliennes, je parle du débat israélien, qui faisaient l'apologie d'un Israël de la force, d'un Israël qui a vraiment, qui, si vous voulez, se serait complètement débarrassé de cette condition de la fragilité juive. Et que finalement, une grande partie d'Israéliens se sentaient plus israéliens que juifs. Il y a ces 3 grands mots, israélien, juif et hébreu, comment faire cohabiter ces 3 identités-là, mais ils estimaient que cette expérience-là de la fragilité, et que donc la conscience de la vulnérabilité qui va de pair, conscience qui implique aussi une certaine conception des droits de l'homme, une certaine conception de la faiblesse, une certaine heuristique de la peur, que tout ça, il fallait en finir. J'ai l'impression que le 7 octobre repose déjà et reposera encore plus cet enjeu-là, de dire que même quand Israël est fort, même quand Israël est devenu le grand champion des high-techs, la grande startup nation, qu'ils avaient construit, ça évidemment, la question des high-techs est peut-être la métaphore la plus parlante de cette question de la force et de la fragilité. Une frontière qui était archi protégée, qui avait coûté des milliards de dollars, qui faisait la synthèse de toutes les grandes technologies de pointe, et qui a été traversée par des bulldozers, des motos et des choses, si vous voulez, très basiques. La réflexion là-dessus, par exemple, sur le rapport entre l'humain et la machine, sur tout ça, c'est à mon avis la première chose. Repenser un Israël qui se vivrait, en tout cas qui se saurait fragile et qui se sait fragile, ce qui n'exclut pas évidemment un usage de la force, mais un usage de la force qui repose sur la fragilité. Ça, à mon avis, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est notamment
dans l'année qui a précédé le 7 octobre, un questionnement peut-être posé de manière trop binaire entre Israël, État démocratique, occidentalisé, américanisé entre guillemets, versus État juif. Et ça, on l'a vu de manière flagrante, par exemple, le jour de Kippour, qui a précédé le 7 octobre, donc quelques jours avant le 7 octobre, quand à Tel Aviv, il y a eu ces heurts très violents pour savoir s'il fallait faire un office en plein air, femmes et hommes séparés ou pas, etc. Et que là, il y avait cette rupture. Ma fiancée a réalisé un documentaire sur le 7 octobre et une des personnes qui était présente le jour de Kippour a fait un lapsus quand elle le racontait. Elle disait, il y avait d'un côté les Juifs et nous, c'était une femme de Tel Aviv, plutôt de gauche, etc. Et nous qui étions les Européens. Elle le dit comme ça. Elle se reconnaissait même pas comme juif. Je pense que là, peut-être que depuis le 7 octobre, cette dichotomie, en fait, elle s'effondre. C'est-à-dire que quand les monstres du Hamas ont tué des gens, on le voit très clairement dans les vidéos, ils tuent pas des Israéliens, ils tuent pas des gens de droite, ils tuent des Juifs. C'est clair, ils le disent, c'est leur motivation première. Et même quand c'était pas des Juifs qui tuaient, ils les tuaient quand même en tant que Juifs. C'était fondamentalement ça. Cette fameuse vidéo absolument terrible où un monstre appelle ses parents en leur disant j'ai tué 10 Juifs, j'ai leur sang sur mes vêtements et mes mains. Donc, l'être juif d'Israël comme une donnée indépassable. Mais aussi peut-être ne pas donner à cette judéité, ne pas donner cette judéité au monopole de certains qui s'en réclament comme une identité fermée, comme une identité préécrite, comme une identité qui serait incompatible avec le questionnement, avec la pensée, avec le doute, avec aussi le legs des autres cultures. Penser peut-être aussi cette judéité comme une donnée à laquelle tout le monde participe, quels que soient, si vous voulez, les partis d'Israël. Ça, à mon avis, c'est central. Et donc, ça invite à repenser, à demander en fait à chacun de penser un peu contre soi-même, pour reprendre le titre de mon livre que vous citiez, c'est-à-dire d'une part peut-être ceux qui en Israël estimaient qu'il fallait tourner complètement le dos à cet être juif au profit, si vous voulez, d'une sorte de mimétisme des sociétés européennes et américaines, leur dire non, vous pouvez trouver dans les textes juifs, vous pouvez trouver dans la pensée juive quelque chose qui justifie justement la vision que vous voulez vous faire de la société. C'est ce très célèbre texte de Lévinas, sublime, où Lévinas dit Israël sera religieux ou ne sera pas, mais ce que j'appelle religion, c'est le désir de fonder la justice dans un État. Hein, c'est pas de mettre des perruques, c'est pas de faire Shabbat, c'est pas, etc. C'est le désir, à travers la Torah, qu'on aime presque plus que Dieu, de faire en sorte que le lien social puisse se faire en respectant l'altérité. Et d'autre part, chez ceux qui parfois essayaient d'exercer un monopole du non-juif, du signifiant juif, comprendre que ce qu'ils incarnent, ça fait évidemment partie du judaïsme, mais c'est absolument pas l'alpha et l'oméga, ni de la tradition juive, ni de la pensée juive, ni de son questionnement, et pas parler des vases brisés, mais qu'il y a quelque chose dans la judéité qui suppose au contraire même de dialoguer, de s'interpénétrer de toutes les autres modes de pensée, de toutes les autres cultures, de tous les autres héritages. Alors voilà pour la société israélienne. Je voudrais qu'on parle, dise un mot, Nathan Devers, sur les autres. On est manifestement dans une période de bouleversement qui semble loin d'être terminée, dont la suite est très incertaine. Euh, on a parfois du mal à analyser le conflit aujourd'hui tel qu'il se présente. Certains affirment que ce n'est pas un conflit territorial. Jean-Pierre Liédot, par exemple, le cinéaste qu'on a interrogé récemment, le soutien que c'est un conflit religieux, métaphysique, ontologique. En tant que philosophe, quel est votre sentiment sur la nature du conflit et comment on pourrait la décrire aujourd'hui? C'est une question, en effet, très, très, très difficile. Ce qu'on peut faire comme premier constat, c'est qu'aujourd'hui, si on prend les grands acteurs du conflit, j'entends par là, on ne peut pas parler des sociétés en les essentialisant, mais prenons Netanyahou et prenons aujourd'hui les gens d'en face, que ce soit l'autorité palestinienne, que ce soit le Hamas. Globalement, je ne les renvoie pas du tout dos à dos, hein, mais ce que je remarque, c'est que les uns comme les autres tentent à définir le conflit en des termes civilisationnels, pas forcément religieux. Netanyahou, récemment, même quand il s'est adressé à la France, il a parlé d'un conflit
de la civilisation judéo-chrétienne, entre guillemets, contre la barbarie. Donc là, c'est très clairement défini comme une guerre de civilisation, pas comme une guerre territoriale, pas comme voilà. Et en face, c'est non seulement, alors plus que comme une guerre de civilisation, ce sont des islamistes. Je ne les renvoie pas dos à dos, hein, pas du tout, hein, mais ce sont des islamistes qui ont, notamment, c'était dans une déclaration du Hamas, fait le 7 octobre, une des grandes raisons, c'était parce qu'ils avaient peur de cette fameuse vache rousse qui commençait à être reconstituée, qui voulait protéger Al-Aqsa, empêcher la reconstruction du temple, et qui refuse la possibilité même, qui refuse l'idée même d'une existence de l'État d'Israël, parce que c'est un État juif. Donc, je pense que c'est d'ailleurs une des grandes raisons de l'incompréhension occidentale, et particulièrement française, sur ce conflit, c'est que la France est le 4e pays le plus athée du monde, ou le moins religieux du monde, on appelle ça comme on veut, on ne comprend plus le fait religieux. Jean-Luc Mélenchon avait fait il y a quelques années une déclaration, il avait dit si vous voulez comprendre le Moyen-Orient, les guerres qu'il y a au Moyen-Orient, il faut suivre les oléoducs. Tout le reste n'est que littérature, il n'y a que des intérêts pétrochimiques, économiques, géopolitiques, mais personne ne se bat pour des idées. Si, justement. Je pense qu'il y a des gens qui, dans ce conflit, qui sont animés par des sentiments profondément religieux. Et qu'on le voit dans ce qui se passe dans la bataille sémantique Cisjordanie, Judée-Samarie, on le voit chez une partie du gouvernement israélien, et on le voit de manière totalitaire, de manière fasciste, de manière monstrueuse, donc je ne renvoie pas dos à dos, chez les gens du Hamas. Alors, face à cela, justement, comment penser la chose? Il me semble que il y aurait au contraire, même d'un point de vue religieux, et en particulier d'un point de vue juif, une possibilité d'estimer que la motivation religieuse ou la dimension religieuse de ce conflit ne doit surtout pas mener à ce qu'on appelle historiquement les guerres de religion. Ça veut dire une volonté d'éradiquer la religion de l'autre. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce que le judaïsme n'est pas une religion prosélyte. Donc, ce n'est pas une religion qui aspire à construire un universel de la conversion ou de l'assassinat d'autrui. C'est une religion qui aspire au contraire à construire un universel de la cohabitation, respectant fondamentalement le statut de l'étranger. L'étranger à mon pays, l'étranger d'ailleurs, premièrement. Deuxièmement, parce que quoi qu'on en dise, le judaïsme n'est pas du tout une religion qui a l'idolâtrie de la terre. Il n'y a pas de patrie dans le judaïsme. Il n'y a pas cette idée que la terre est sacrée en tant que terre. Ce qui peut être sacré dans la terre, c'est moins elle que ce que les hommes en font. Et que donc, si vous voulez, déjà, ça sort, je pense, de cette logique qu'on pourrait estimer d'une religion, d'une guerre de religion où on est prêt du côté juif, oui, du côté juif, oui, mais du côté musulman, c'est pas exactement la même chose. Exactement. Et alors, ça c'est du côté juif. Du côté musulman, je pense que ce qui se joue quand même dans le monde musulman, pas seulement sur la question palestinienne, sur la question palestinienne, on le voit bien en fait aujourd'hui, c'est que la question palestinienne, elle est aujourd'hui islamismée. J'aime pas le mot islamisé pour pas créer d'équivoque, mais elle est devenue, chez les Palestiniens, ses principaux représentants sont des islamistes. Aussi bien à Gaza, pas besoin de faire un dessin, que dans l'autorité palestinienne, où si les officiels ne sont pas islamistes, en tout cas, la population aujourd'hui, je parlais avec un Palestinien important de Cisjordanie qui me le disait lui-même, qui me disait la population aujourd'hui est largement acquise à la lecture hamasiste des choses. Donc, là, ça pose la question de l'islamisme. L'islamisme, c'est pas seulement un motif religieux. L'islamisme, c'est un motif littéralement fanatique qui aspire à construire un universel dont la condition est je tue l'autre ou je le convertis. Donc là, ça pose évidemment un problème majeur. Alors, face à cela, que faire? Je pense que le monde musulman, aujourd'hui, il est confronté à cette guerre intestine de manière globale entre des tentations islamistes qu'on voit dans beaucoup de pays musulmans et des gens qui, depuis la perspective même de l'islam, s'opposent à l'islamisme. Ne s'y opposent pas en invoquant, si vous voulez, les Lumières, Voltaire, Rousseau, mais s'y opposent en invoquant la parole, la lignée, l'ascendance du prophète. Le roi du Maroc en est un exemple particulièrement éloquent, lui-même considéré comme un descendant du prophète. Il a toujours dénoncé de manière extrêmement ferme Daesh et combattu Daesh
aux grandes heures de Daesh, il s'est engagé dans des accords avec Israël, etc. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va se jouer, à mon avis, de central dans le dialogue qui va être amené à se développer entre l'Arabie saoudite et Israël. L'Arabie saoudite, qui est un pays qui est rigoriste sur le plan de sa pratique de l'islam, à certains égards, on pourrait dire que c'est pas du tout le même islam, enfin c'est pas du tout le même islam qu'au Maroc par exemple, mais en revanche, c'est un pays qui ne souscrit pas du tout à cette lecture des choses. Donc je pense aussi qu'on peut tout à fait reconnaître la dimension religieuse qui anime fondamentalement ce conflit, sans pour autant inviter à, à, à faire en sorte qu'il continue comme les guerres de religion précédentes, ce qu'on appelle par ce terme. Et qu'au contraire, on peut, depuis la religion, essayer de construire quelque chose qui soit un rapport autre. Alors je vous donne un seul exemple avec un ami philosophe qui s'appelle Joseph Cohen, qui est professeur de philosophie à l'université de Dublin. On avait, avant le 7 octobre, ce très très beau projet qu'on a encore en tête, mais je pense qu'on ne pourra pas le faire dans l'immédiat, mais qui serait de faire un grand colloque à Jérusalem, réunissant des philosophes juifs, musulmans, chrétiens, pourquoi pas, mais surtout juifs et musulmans, dont le sujet serait s'exproprier Jérusalem. Dire que Jérusalem, ce qui fait la grandeur de Jérusalem, aussi bien dans la pensée juive que probablement aussi dans les textes musulmans et dans les textes chrétiens, mais c'est une autre affaire, c'est que Jérusalem est précisément une ville qui n'est jamais réductible à son appropriation par une seule fois, qui n'est jamais réductible à son appropriation par un seul projet politique. Et que ce qui fait littéralement la transcendance de Jérusalem, c'est pas seulement le fait qu'il y a une Jérusalem céleste, une Jérusalem terrestre, et qu'elle serait donc le lieu de passage vers la transcendance divine, mais c'est qu'en soi, c'est une ville fondamentalement transcendante. Et que peut-être d'ailleurs que le regard le plus religieux, entre guillemets, qu'on peut porter à cette ville, c'est cela. Ça, par exemple, c'est une perspective où on reconnaît la dimension religieuse du conflit. On ne fait pas semblant de la fuir à l'occidental, comme les chancelleries occidentales qui disent non, mais ça, c'est des prétextes, ce qui compte, c'est les territoires. Non, non, on reconnaît la dimension religieuse, mais on essaye depuis cette dimension, peut-être éventuellement, de dépasser l'affrontement abrutissant et la montée en violence. Bon, mais c'est peut-être des doux rêves et de l'optimisme béat. Voilà, on verra effectivement si vous pouvez faire ce colloque, ce sera très intéressant. Parlons de l'Occident, Nathan Devers. Vous êtes en contact avec les milieux intellectuels, évidemment, universitaires en France. Comment vous comprenez la mobilisation des jeunes, par exemple, contre Israël aujourd'hui, jeunes occidentaux? Alors, permettez-moi de revenir à mon histoire de Beyrouth. Je vois à Beyrouth des gens pour qui le 7 octobre est un jour joyeux. Je n'ai pas perdu ça dans ma tête. Depuis, je lis un peu les événements aussi à travers cette perspective. Je pense que en Occident et en France, on l'a vu, il n'y a pas eu enfin, il y a eu évidemment moins de gens le 7 octobre pour dire explicitement qu'ils avaient, pardonnez-moi la vulgarité de l'expression, mais en l'occurrence c'est ça, qu'ils avaient pris leur pied en voyant ce qui se passait en Israël. En revanche, il s'est joué de manière implicite, parfois peut-être de manière inconsciente, quelque chose d'analogue, d'atténué mais d'analogue. Et peut-être d'ailleurs de pire, parce que d'autant plus insidieux que ce n'est pas franchement, courageusement revendiqué. Il s'est joué d'abord une forme de négation absolue de la gravité du 7 octobre. On a entendu et on a lu, on a entendu du silence et on a lu du blanc. On a vu des gens qui, à juste titre, s'investissent énormément dans la dénonciation des violences sexuelles, dans la dénonciation du sexisme, dans la dénonciation des viols de guerre, etc., etc. Et alors là, pas un mot, ou presque, même pas un mot, sur ce qui s'était passé le 7 octobre. On a vu Judith Butler qui a dit qu'elle attendait de voir les preuves de ces viols et qu'elle ne les croyait pas en quelque sorte. On a vu, enfin je ne vais pas faire toute la liste de tout le monde là en tête, la marche du 8 mars, la marche féministe, où des féministes ont hué les membres du collectif Nous Vivrons, qui veut dénoncer les viols des Israéliennes, et ces féministes-là les ont traités de putes. C'est quand même hallucinant, dans une marche féministe, d'en venir à traiter des juives de putes alors qu'elles ne portent aucun autre message politique que de dénoncer des viols effectués massivement sur des civils israéliennes, etc. etc. Ça, c'est la première chose qui est fondamentalement, je trouve, extrêmement grave. Deuxièmement, on a vu des individus faire quelque chose d'extrêmement destructeur, puisqu'ils ont instrumentalisé l'émotion parfaitement légitime qui est suscitée par ce qu'on voit et qui est atroce des civils
de la souffrance des civils à Gaza, ils ont instrumentalisé cela pour en faire un combat politique qui n'a absolument rien à voir avec le sort des Palestiniens. Et je pense que ce qui se joue aujourd'hui dans les contestations qu'on observe en Occident, c'est en très grande partie, notamment dans la jeunesse, des gens qui viennent avec les meilleures intentions du monde. Il faut bien comprendre. Vous regardez les réseaux sociaux. Depuis 7 mois, vous voyez des vidéos d'enfants morts à Gaza. On vous dit que c'est un génocide. À la limite, vous mettez ou pas le mot génocide, vous vous dites c'est horrible, ce sont des enfants qui meurent. Et on vous dit que c'est un massacre qui est fait avec le soutien de l'Occident et en particulier de la France. Si vous êtes un jeune Français, que vous avez un peu de cœur et que vous êtes humaniste, vous allez en effet réclamer, manifester massivement, réclamer que Israël participe pas aux Jeux Olympiques, participe pas à l'Eurovision, couper les liens avec les universités, etc., etc. Ce qu'il faut, à mon avis, mettre en lumière et mettre en évidence, c'est que ces gens sont fondamentalement manipulés. Manipulés pourquoi? Parce qu'il y a, comme on dirait en anglais, un gap, un écart irréductible entre, d'une part, critiquer la politique israélienne, critiquer les actions militaires israéliennes, même le faire de manière extrêmement ferme et extrêmement virulente. Pourquoi pas? Et ce qui s'est joué là, à savoir une haine ontologique d'Israël. Ontologique. Je vous donne 3 arguments qui sont centraux. Premièrement, on ne peut pas, enfin 4. Premièrement, on ne peut pas s'indigner de la souffrance des civils palestiniens si on ne s'est pas indigné de la souffrance des civils israéliens le 7 octobre. Or, on a vu, je ne vais pas revenir sur les déclarations des gens qui, parfois même, Ercilia Soudek, qui rigolait quand elle parlait du 7 octobre. Premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas s'indigner de la situation des Palestiniens si on s'indigne uniquement quand c'est Israël qui leur tire dessus. Le 28 juillet dernier, c'est-à-dire à savoir avant le 7 octobre, il y a eu à Gaza des manifestations importantes, voire massives, dans plusieurs villes de Gaza, de civils palestiniens qui, pour la première fois, se révoltaient contre le Hamas. Le Hamas leur a tiré dessus à balles réelles. Vous pouvez chercher les tweets des députés insoumis à l'époque, j'ai pas entendu leur soutien. Je suis la seule personne, je dis pas ça pour me jeter des fleurs, en France, qui a consacré une chronique à ce sujet à la télévision. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent aux Gazaouis s'y intéressaient pas en juillet dernier et s'y intéresseront pas, probablement pas, dans 1 an ou 2. Troisièmement, on ne peut pas s'indigner de ce que fait Israël à Gaza si on appartient à un mouvement politique qui a applaudi ce que faisaient Bachar al-Assad et Poutine en Syrie. Or, je rappelle que Jean-Luc Mélenchon, pendant la guerre en Syrie, quand Poutine faisait bombarder des centaines de milliers de civils, Jean-Luc Mélenchon a dit que Poutine faisait le travail et les déclarations ont été retrouvées où il disait que les civils qui mouraient étaient des victimes collatérales. Et en l'occurrence, ceux que Poutine visait, ce n'étaient pas des terroristes, ce n'était pas Daesh, c'était des opposants au pouvoir de Bachar el-Assad, ce n'étaient pas des islamistes. Mais voilà. Donc, tout cela, et puis, quatrièmement, on ne peut pas critiquer la politique israélienne si on le fait en plus en excluant l'ensemble, enfin en excluant la totalité de la société israélienne. Les gens, par exemple, à Sciences Po, qui ont demandé de couper les ponts entre les universités israéliennes et les universités françaises, je parle même pas de mon point de vue à moi, je parle de leur point de vue. Aujourd'hui, ça veut dire leur point de vue, pro-palestinien, etc. Les universités israéliennes sont massivement, surtout dans les sciences humaines, un lieu de contestation de la politique actuellement menée. C'est un lieu, au contraire, globalement, favorable à une issue de paix, globalement extrêmement critique de la politique menée par Israël ces dernières années. Donc, que se joue-t-il là quand on feint de critiquer la politique israélienne, mais qu'on exclut les contre-pouvoirs israéliens? Qu'est-ce que c'est sinon une haine ontologique d'Israël? Et à mon avis, la grande noirceur dans laquelle nous sommes en train de tomber en France, en Europe et en Occident, c'est précisément cela. C'est précisément cette confusion, si vous voulez, c'est même pas instrumentalisation. Ce détournement de la cause palestinienne au profit d'un projet qui est clairement, si on a un tout petit peu de culture politique, si on a un tout petit peu, on le remet dans la perspective de l'histoire de la République, qui est un projet clairement antisémite, qui reprend la phraséologie, qui reprend le langage, qui reprend les pulsions de l'antisémitisme. Et ça, à mon avis, c'est une donnée centrale. Je donnerai juste un dernier exemple, je ne veux pas être trop long.
Mais quand Jean-Paul Sartre, en 72 par exemple, avait tenu ses positions où il estimait que les attentats étaient légitimes, il avait fait ce texte où il disait que quand on avait tué les athlètes israéliens, c'était des anciens soldats et que le terrorisme était la seule arme qui restait aux Palestiniens. Position honteuse de Jean-Paul Sartre. Mais je veux dire, là, on avait quelqu'un qui justifiait la violence, qui justifiait le terrorisme. Même Jean-Paul Sartre, je ne suis pas en train de le défendre, mais je veux dire, même Jean-Paul Sartre n'a jamais renié le fait qu'il restait un ami d'Israël, qu'il était favorable à une solution à deux États, et que sa défense catastrophique de la cause palestinienne n'a jamais emprunté la langue de l'antisémitisme. Donc ce qui se joue aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est la mort du militantisme palestinien, pro-palestinien à l'ancienne, qui était un militantisme parfois très radical, parfois très violent, mais au moins, si vous voulez, qui était un peu clair avec lui-même, au profit de quelque chose qui est une manipulation de masse où des anti-humanistes, des antisémites manipulent des foules en jouant sur leurs émotions. Et ça, c'est particulièrement grave. On a parfois parlé de déni de réalité sur les événements en cours. Chacun, en fait, semble se forger un peu cette réalité en fonction de son ressenti et pas en tenant compte des faits de tout ce que vous nous rapportez. Ça pose quand même un problème aujourd'hui qui est nouveau pour le monde commun. Vous avez écrit, vous, un roman qui avait pour toile de fond le numérique du métavers. Comme ça, on a l'impression que parfois on y est déjà, chacun dans sa bulle, sans qu'on puisse avoir de monde commun, de références intersubjectives qui permettraient éventuellement le dialogue. C'est quand même aussi un phénomène aggravé, j'allais dire, par notre modernité. Oui, vous avez tout à fait raison. Peut-être que le deux poids, deux mesures, le double standard, est devenu non pas une erreur que pourrait commettre tel ou tel. Souvent dans le débat, on dit lui, il fait du deux poids, deux mesures. Peut-être que c'est devenu au contraire l'étalon, la norme du débat public et la norme de nos sociétés. Nous vivons dans une société qui aujourd'hui est programmée, fabriquée, conçue pour exister sur le mode systématique, pas anomalique, systématique du deux poids et deux mesures. C'est devenu la nécessité de notre temps. Parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, dans le propre de la virtualisation, le propre plus particulièrement des réseaux sociaux, c'est l'individuation du média. Quand je suis abonné à un journal, à deux journaux, à trois journaux, peu importe, mais en tout cas, je vais évidemment avoir accès à un réel qui m'est montré à travers la ligne éditoriale d'un journal, mais enfin, j'ai accès à un journal qui m'est livré en bloc. Dès lors que que je m'informe et que je suis relié à la société par Twitter, je décide d'avoir un journal un journal, une médiatisation qui est individuée pour correspondre, les algorithmes le voient, non seulement aux pages que je suis, mais aux pages que je ne suis pas nécessairement, mais qui correspondent exactement à tout ce que je veux entendre. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle l'effet bulle de filtre. C'est je ne vois du monde que ce que je veux en voir. Et on le voit bien. Moi, c'est pas que en fait, ça m'exaspère, ça me rend dingue, et en même temps, ça me fascine de voir que si vous regardez le traitement aujourd'hui du conflit israélo-palestinien, notamment pour la jeunesse qui s'informe beaucoup sur Twitter, les pages les plus connues, je ne sais même pas si ça vous dit quelque chose, Serfia, Mediavenir, Little Think Tank, bon, ce sont devenus aujourd'hui les pages massives sur lesquelles la jeunesse de Twitter s'informe, des millions de vues, etc. Bon, très souvent, ces pages-là présentent une vision, alors pas nécessairement les trois que j'ai cités, hein, mais je pourrais en citer d'autres, fondamentalement atrophiées. On ne va faire état que des informations qui vont dans un sens, que des informations qui vont dans l'autre. Donc, le 7 octobre, on n'en dit rien. Le Gaza, on ne parle que de ça, etc., etc. Ça fait donc que, in fine, nous en arrivons à la dissolution du lien social tel qu'il a été pensé par tous les grands penseurs du monde commun. Habermas, même Hannah Arendt. Hannah Arendt, qui, dans un texte important qui s'appelle Vérité et politique, nous dit précisément une société ne marche que si on accepte d'essayer d'avoir les mêmes vérités de fait. Chacun peut avoir ses vérités de raison, chacun peut avoir ses opinions. On peut être de gauche, de droite, ceci, cela, pro-palestinien, pro-israélien. Au moins, on s'entend sur un historique. Dès lors que les vérités de fait deviennent aussi plurielles que les opinions, il n'y a plus de société possible, il n'y a plus d'échange possible. Et en fait, c'est là que, paradoxalement, Donald Trump a été le grand prophète de notre temps, prophète de malheur, mais prophète quand même,
c'est quand il avait fait dire à sa conseillère de communication, juste le jour de de son investiture, qu'il était question d'inventer des alternatives facts. Dès lors que les faits peuvent donner lieu aussi à une alternative, c'est fini. Je vous donnerai juste un exemple qui est très éloquent. Vous vous souvenez de le bombardement de l'hôpital Al-Ali à Gaza pendant la guerre. Israël est accusé d'avoir bombardé cet hôpital, la cour de l'hôpital, d'avoir tué je ne sais même plus combien de civils, carnage. Tout au long de la soirée, les médias, enfin les réseaux sociaux sont en ébullition absolue. Les médias, et parfois certains médias très sérieux, internationaux, reprennent l'information. Manifestations monstrueuses dans toutes les capitales du monde. 2-3 jours plus tard, le temps de faire le fact-checking, on apprend que c'était des roquettes. Aujourd'hui, si vous faisiez un sondage, bon, avec l'amnésie qui est la nôtre, les gens se souviendraient peut-être pas, mais si on faisait un sondage sur le bombardement de l'hôpital Al-Ali, il y a plus de gens sur la planète Terre qui pensent que Israël a commis ce bombardement que de gens qui adhèrent à la version réelle de ce fait. Alors comment vous pouvez penser le conflit, quelles que soient vos positions, si vous n'êtes pas capable de savoir qui a bombardé l'hôpital Al-Ali? Ouais. Alors effectivement, c'est extrêmement grave sans doute pour nos sociétés à l'avenir si on n'arrive pas à se ressaisir. Une dernière question, Nathan Dever. Vous êtes chroniqueur de télévision, donc vous en parliez, notamment sur CNews. Vous êtes de manière générale très sollicité par les médias. Comment vous vous en sortez, vous, personnellement, dans ce monde-là, pour malgré tout garder cette parole, j'allais dire, à la fois précise et d'ouverture? C'est pas trop difficile? Bah, écoutez, alors déjà, il m'arrive très très souvent d'être mauvais ou de sortir d'une émission en me disant que j'ai pas été bon, mais ce que j'essaye de faire, c'est précisément de ne pas être un militant. Je vraiment déplore le fait que le débat public, aujourd'hui, de plus en plus, devienne une situation où les gens viennent réciter les éléments de langage de leur horizon idéologique. Et que souvent, on peut prévoir quasiment mot pour mot ce que tel ou tel va dire après chaque événement. Je vous donnerai un exemple, mais après le Bataclan, combien d'intellectuels ont-ils écrit de livres pour dire que le Bataclan donnait raison à toutes leurs analyses depuis 30 ans? Il y a eu peut-être une quinzaine de livres comme ça, de grands intellectuels qui ont écrit des livres. Ah, regardez, ça confirme ce que j'ai écrit dans tel livre il y a 10 ans, ce que j'ai dit là, etc., etc. Et il y a cette pulsion comme ça de vouloir penser que les événements sont là pour être la confirmation de l'œuvre personnelle de l'intellectuel. Et c'est une sorte de rapport en miroir au réel qui est d'un narcissisme incroyable et surtout qui est assez stérile. Parce que dès lors, vous ne pouvez plus être dans un débat public qui présente le moindre intérêt. J'essaye pour ma part d'être dans un rapport questionnant au réel. Ce qui ne veut pas dire que je suis dans un relativisme total, ce qui ne veut pas dire qu'en 1938, j'aurais dit un point pour les nazis, un point pour la France, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je mets sur le même plan le Hamas et Israël, pas du tout. Mais ça veut dire que quand il m'arrive de prendre une position tranchée, j'essaye de le faire depuis l'ensemble des perspectives possibles et pas depuis uniquement ma perspective. Ce qui peut m'arriver d'ailleurs de prendre des positions qui ne correspondent pas à ce que certains pourraient imaginer que je vais dire sur tel ou tel plan. Et depuis le 7 octobre, vraiment, je trouve que le débat public est particulièrement dégradé. Parce que, et il faut à mon avis juste en dire un mot, mais ce qui se joue aujourd'hui quand même, et qui est inédit en fait en France depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a un grand parti, enfin c'est pas un parti, c'est un mouvement, qui a fait le choix de prendre des positions, dont 52%, non, 70%, il y a eu un sondage récent ou plus, je n'ai plus le chiffre exact, mais ou 90%, je crois, des juifs estiment que ce sont des positions qui font monter l'antisémitisme, dont, encore une fois, quand on connaît l'histoire de France, on sait très bien depuis quelle phraséologie il parle, et ce parti reste, en un sens, respectable. Quand Jean-Marie Le Pen disait des phrases antisémites, il était mis hors circuit de la République immédiatement. Parce qu'il disait aussi des phrases explicitement antisémites, qui pouvaient être condamnées pour ça, qu'il avait en quelque sorte, pas la maladresse, mais la transparence de dire explicitement la phrase antisémite qui pouvait être reconnue comme telle. Là, on a des gens qui le voient, qui sont intelligents, qui savent très bien la ligne à ne pas développer, à ne pas dépasser. Mais donc, on a ça. Et ça, je pense que c'est quand même une donnée inédite
dans le débat public et qui littéralement met le feu dans la société et qui rend très très difficile le travail de pouvoir essayer de donner une parole, y compris même critique, sur ce que fait la politique israélienne quand ça me semble nécessaire. Ça vous inquiète, le Rassemblement national, la perspective d'une arrivée au pouvoir pour les prochaines élections? Oui, bien sûr, évidemment. Alors, juste déjà, peut-être dire une chose sur la perspective d'Israël, depuis la perspective d'Israël. Je pense que c'est ça aussi qui est très inquiétant, et ça rejoint la question de la force et de la fragilité, que aujourd'hui, Israël est délaissé par beaucoup de forces politiques qui devraient être ses amis, et qui ont été ses amis historiques, et que Israël est défendu bec et ongle par d'autres forces qui sont ses ennemis historiques. Quand Donald Trump se présente à l'élection présidentielle, qui va dans un dîner de l'IPAC, je crois, et qu'il dit, vous savez, moi, mais je sais très bien que vous voterez pas pour moi parce que je ne veux pas de votre argent pourri. Quand il a fait deux, trois déclarations antisémites, comme ça, on le sait. Il a ce fond-là, on le sait. Et puis de toutes les manières, quand il y a eu des attentats antisémites très importants, quand il était président, il avait une fois insulté un journaliste juif qui lui posait enfin juif avec une kippa, qui lui posait une question en conférence de presse. Il avait, dans un meeting, insulté, chassé, menacé des militants juifs qui étaient venus l'alerter sur l'antisémitisme quand il était président. Bon, que ce soit ce type-là qui est défendu quand il était président, avec tant de véhémence comme ça, Israël, qu'en France, on voit aussi des gens dont on sait d'où ils viennent, encore une fois, leur généalogie politique est connue, et qu'on voit défendre Israël de la sorte. À mon avis, ça pose une question terrible, une question vraiment vertigineuse, et qui redouble le sentiment de ce que Bernard-Henri Lévy appelait la solitude d'Israël. Pays lâché par ses amis naturels et soutenu par des gens qui ne lui veulent pas nécessairement du tout du bien. Et quant à la politique franco-française, il me semble qu'il y a une chose qu'on oublie aujourd'hui, c'est qu'on peut tout à fait être fondamentalement démocrate, et c'est mon cas, et ne pas fétichiser l'opinion publique. Sans la mépriser, hein, sans l'insulter, mais estimer que l'opinion publique peut se tromper lourdement. Je donne un exemple, pendant la crise du coronavirus, pour ma part, je peux en discuter, hein, mais je trouve que les mesures politiques qui ont été prises en France, dans le monde, en Israël, étaient extrêmement graves. Restriction de liberté, suspension de coûts de manière complètement arbitraire, le culte de l'état d'urgence, bon. Et que les opinions publiques adoubaient ces mesures. Adoubaient. Elles en demandaient plus. En France, il y avait des sondages et souvent les Français demandaient qu'il y ait encore plus de mesures. Bon. Et là, aujourd'hui, de même, sans doute que c'est plus grave, mais je pense qu'on a des opinions publiques qui ne sont pas lucides sur les priorités politiques. Et que nous sommes dans des élections européennes où il y a pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne des menaces extrêmement graves qui pèsent sur l'Europe, qu'il y a un empire qui, dans tous les discours de Vladimir Poutine, dans tous les livres de Dugin, etc., le président de la Douma, qui nous désigne, nous Européens, c'est-à-dire démocratie libérale, attachée aux droits humains, aux minorités, etc., comme ses ennemis historiques, qui aujourd'hui et depuis une dizaine d'années particulièrement fait tout ce qui est en son pouvoir pour décomposer de l'intérieur de notre société, qui aujourd'hui a décidé d'arriver quasiment à une sorte de, non pas de point de non-retour, mais quasiment en fait, de paroxysme de conflictualité politique, et qu'on a des opinions qui ne sont pas dérangées manifestement de donner beaucoup de voix à un parti qui a les relations, qui a eu les relations qu'on connaît avec le Kremlin, et qui aujourd'hui a des positions qui sont extrêmement complaisantes vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir dire. Et le dire. Et je remarque aujourd'hui que quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'individus, y compris de gens qui défendent la République, le Front républicain, etc., mais qui n'osent pas dire l'opinion publique n'est pas un fétiche. Elle peut se tromper. Il n'y a rien de bourgeois à dire ça. Il n'y a rien il y a aucun mépris de classe à dire ça. C'est pas parce que souvent on a l'impression que quiconque dirait ça, c'est un intellectuel qui juge les choses depuis le café de Flore et qui méprise les Français. Non, la souffrance des Français, elle est immense. Moi, je suis le premier à critiquer la politique économique d'Emmanuel Macron, à dire que la réforme des retraites était une catastrophe juste après les élections présidentielles, que globalement, sa politique antisociale a fait énormément de mal à la France. La souffrance des Français, elle existe, elle est réelle. Ce n'est pas une raison du tout pour donner autant de voix et porter au pouvoir un parti qui vraisemblablement
ne répondrait pas à ces motifs de souffrance et qui, deuxièmement, quand on a en considération l'intérêt général, ne le sert probablement pas. Merci beaucoup, Nathan Dever. Il Merci. faut s'arrêter là. On vous écoute très longtemps, mais bon, là, on a, je crois, fait un tour de cette situation, notamment de cette situation israélienne. Merci infiniment, Merci beaucoup à à vous. la fois de votre authenticité, de votre clarté aussi d'expression. J'espère que ce que vous avez pu dire fera avancer, réfléchir, puisque c'est ça notre objectif à Mosaïque, précisément, d'essayer de rester hors de ce monde que vous nous décrivez, où chacun essaye d'avoir des vérités toutes faites. Et donc, je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.